Alors, je vais présenter Thibaut Demeyer, qui est professeur de philosophie des sciences et des techniques à l'université de Namur, en Belgique. Il s'intéresse particulièrement aux techniques matérielles, corporelles et conceptuelles qu'inventent les biologistes pour prendre en compte les points de vue des êtres qu'ils étudient. Il est l'auteur de Qui a vu le zèbre en 2024, l'invention de la perspective animale. Et il va nous éclairer, du coup, sur cette question de l'adoption de points de vue non humains. Voilà. Voilà. Merci Nicolas. Et donc, tu as prononcé Namur à l'espagnol. Ouais. Très bien, c'est joli. On sent l'amour, l'amour. Okay. Et en fait, pendant longtemps, le philosophe que Nicolas a cité ce matin, Michel Serres, a travaillé sur les fables de La Fontaine. Et il était en train d'écrire un livre sur les fables au moment où il est mort en 2021. Et son livre est quand même paru de façon posthume. Et dans ce livre, donc, il traite des fables de La Fontaine, mais il traite de façon beaucoup plus générale des fables. Et il en montre en fait toute la profondeur historique. On retrouve évidemment ces fables chez Ésope, on les retrouve aussi dans l'Égypte ancienne. Et puis, on peut imaginer évidemment que ces fables existaient déjà sous forme, sous forme orale plus anciennement. Et il va faire une lecture des fables qui va un peu contre ce qu'on nous apprend à propos des fables à l'école, où ça serait simplement nous donner des leçons de politique, de morale, etc. Il va dire, mais en fait, dans ces fables, on a des sortes de premiers comptes rendus d'éthologie, des comportements animaux qu'on avait observés et qu'on essayait de rendre compte de ces comportements. Et donc, il fait cette hypothèse, il présente cette idée que les fables étaient les plus vieux comptes rendus scientifiques qu'on a. Hein, et donc, ce que je propose en fait de faire, je me dis, puisqu'on a cette idée-là de Michel Serres, est-ce qu'on n'aurait pas la filer et se dire qu'aujourd'hui, les articles scientifiques qu'on lit, hein, publiés dans les revues prestigieuses, et qu'il ne faudrait pas arriver également à les transformer en fables, hein, essayer de retrouver, et c'est en fait pas tellement difficile, hein, dès qu'on se met à lire des articles scientifiques, on retrouve très vite des éléments du fabuleux. Et tout à l'heure, Valérie nous a parlé par exemple de toutes ces expériences avec les corbeaux. Des observations comme ça étaient déjà remises dans certaines fables où on parlait des corbeaux qui mettaient des pierres dans les bocaux, dans les étangs pour faire monter l'eau, etc. Donc, il y a des observations qui avaient déjà été faites, qu'on est en train de refaire de façon plus systématique. Mais donc, essayer de retrouver dans les articles scientifiques, dans les comptes rendus scientifiques d'aujourd'hui, les éléments fabuleux et éventuellement les transformer à nouveau en fables. Hein. C'est en tout cas une idée qu'on pourrait faire en filant ce livre de Michel Serres. Et justement, il y a une étude, un article publié dans Biological Letters qui me semble propice à cette réinvention sous forme de fable des articles scientifiques. C'est un article rédigé par un biologiste à l'université de Brunei. Brunei qui est un des trois États qui se partagent l'île de Bornéo avec la Malaisie et l'Indonésie. Hein. C'est Ulmar Graf son nom. Et il étudie les plantes. Hein, il étudie les plantes et il étudie en particulier, plus qu'un botaniste, c'est plutôt un écologue, mais il étudie en particulier la plante Nepenthes. Et donc, à partir de ces travaux, on pourrait écrire, en tout cas ici je veux le raconter, mais je pense qu'on pourrait vraiment écrire une fable de ces recherches scientifiques, hein, qu'on pourrait éventuellement intituler comme La plante cruche et la chauve-souris. Nous verrons pourquoi. Hein, et donc, cette plante Nepenthes, qui est une des plantes de la forêt de Bornéo, a, euh, a une capacité ou a découvert au fil de l'évolution une capacité à piéger
les insectes. Hein. Donc, c'est une plante insectivore, hein, et qui plie en fait ses feuilles en forme de cruche. Hein, de là son nom, en tout cas en anglais, pitcher plant, hein, les plantes cruches. Et qu'est-ce que ça fait de mettre ces feuilles en forme de cruche? C'est que ça permet à l'eau de rentrer, de rester dans ces petites cruches. Les insectes qui veulent s'abreuver y entrent et à ce moment-là, elle se referme et elle peut aplatir et manger tranquillement ces insectes. Et donc ça, c'est l'histoire des Népenthes en général. Mais à cause de certaines modifications génétiques, hein, comme il en arrive tout le temps dans les longues histoires biologiques, hein, une de ces Népenthes avait des feuilles plus grandes que les autres. Hein, et c'est pour ça qu'on l'appelle d'ailleurs elongata, un Nepenthes elongata, parce que ses feuilles étaient plus grandes. Et en fait, ça produisait un énorme handicap pour ces plantes. Pourquoi? Parce qu'elles formaient aussi ces formes de cruches, simplement qu'elles étaient beaucoup plus grandes. Hein, et donc, probablement à cause de l'obscurité, au fond de ces sortes de jarres, ben, les insectes n'y rentraient pas, y rentraient beaucoup moins souvent. Et donc, cette Népenthes elongata n'arrivait pas à attraper, n'arrivait pas à se nourrir correctement. Et donc, ça aurait dû être, dans l'histoire évolutive, ça aurait dû être, comme la plupart des expérimentations de la vie, hein, un échec qui disparaît au bout de quelques temps. Hein, quelque chose, et là je pense que euh, Gould, le biologiste, hein, Stephen Jay Gould, met quelque chose d'important en avant dans l'histoire de l'évolution, c'est toujours dire, mais il y a tout le temps des moments qui sont de l'ordre du miracle, hein, des rencontres qui sont de l'ordre du miracle, qui font que certaines formes de vie se perpétuent alors même qu'on aurait dit qu'on aurait dû penser qu'elles allaient disparaître. Et ici, c'est vraiment ça qui va se passer avec cette Népenthes. Une sorte de miracle apparaît, une chauve-souris rentre dans cette plante disproportionnée et s'y loge. Hein, elle y trouve une protection. Hein, et en même temps, cette chauve-souris laisse des crottes. Et donc, et dans ces crottes, il y a notamment du nitrogène qui permet d'alimenter cette Nepenthes elongata. Et donc, elongata, qui allait presque disparaître, trouve une nouvelle source d'alimentation, une nouvelle relation avec ces chauves-souris qui lui permettra justement de survivre. Alors, on va voir qu'il y a une suite encore à cette histoire, mais disons pour l'introduire, j'aimerais faire un petit détour dans un autre pan de l'histoire des sciences. Avec Valérie, on est rentré en fait dans l'histoire des sciences, hein, notamment avec Humboldt, etc. Mais je voudrais rentrer dans l'histoire des sciences des sensorialités des chauves-souris. Hein, et comment on est arrivé à cette idée, en fait, il y a moins d'une centaine d'années, hein, qu'elles ont ce sens, ou en tout cas cette capacité à se diriger grâce aux échos, grâce à l'écholocation. Hein, et donc, c'était une question déjà, et chaque fois qu'on pense les questions de sensorialité animale, ben, c'est souvent en lien avec des relations qu'on a déjà avec des êtres. Hein. Pourquoi à un moment donné, on va se poser la question, mais comment les chauves-souris perçoivent-elles le monde? Ben, c'est notamment parce qu'on a besoin de se demander, mais comment on peut les effaroucher pour qu'elles ne viennent pas à certains endroits, comment on peut les attirer à d'autres endroits, etc. Donc, il y a souvent
des raisons situationnelles qui font qu'on s'intéresse aux sensorialités autres. Et donc, c'est à la fin du XVIIIe siècle, notamment, qu'on trouve des premiers, en tout cas les premiers comptes rendus écrits de savants qui s'intéressent au sens de la chauve-souris, notamment en Suisse et en Italie. Il faudrait s'intéresser un peu pourquoi spécifiquement dans ces pays-là, mais en 1793, on a des premières recherches de Spallanzani, Lazario Spallanzani, qui va se demander mais comment ces chauves-souris perçoivent-elles le monde et comment il va opérer. En fait, il va faire ce que font souvent les scientifiques. Et là, on va retrouver le côté sadique dont Valérie parlait tout à l'heure, de façon encore bien plus, exprimée de façon bien plus explicite. Hein, et donc, Spallanzani, ce qu'il va faire, c'est d'abord mettre à l'écart l'idée que les chauves-souris se déplacent par la vue. Hein, et donc, il l'écartait de façon déjà hypothétique en disant, mais elles arrivent à se déplacer dans le noir. Mais pourtant, on pourrait encore se dire, mais les chauves-souris ont peut-être une vue extrêmement perçante et extrêmement sensible à la moindre source de lumière, et que donc même quand il fait noir pour nous les humains, ces chauves-souris pourraient continuer à utiliser la vue pour se déplacer dans le noir parce qu'elles sont justement très sensibles à la vision. Pour écarter cette hypothèse-là, à laquelle lui-même n'y croyait pas, il a trituré les yeux d'une chauve-souris, hein, et il a vu qu'elle se déplaçait tout aussi bien sans yeux qu'avec des yeux. Hein. Et donc, il écartait de cette façon-là cette première hypothèse par rapport à la vision, à l'usage de la vue pour se déplacer. Et ensuite, ce qu'il remarque, c'est que quand on enlève les oreilles des chauves-souris, on va voir comment on peut faire des tests autrement par la suite, mais quand on coupe les oreilles des chauves-souris, à ce moment-là, elles n'arrivent plus à se déplacer aussi bien, elles se cognent contre les obstacles. Alors il a ces observations-là, il se dit, mais apparemment, l'ouïe est très importante pour le déplacement des chauves-souris, hein, mais il lui manque quelque chose. Hein, il n'arrive pas à expliquer comment l'ouïe pourrait être importante pour ces animaux, comment on pourrait se diriger par l'ouïe. Et donc, les travaux de Spallanzani étaient mis en quelque sorte entre parenthèses, et l'hypothèse qui va rester, la théorie qui va rester la privilégiée par les scientifiques au 19e et encore au début du 20e siècle, c'est celle de Georges Cuvier, hein, une hypothèse purement spéculative. Hein, donc, Georges Cuvier n'a jamais travaillé avec les chauves-souris, mais en se basant sur les écrits d'autres, il se dit qu'il se pourrait que ces chauves-souris aient une sensibilité de la peau très fine et qu'elles sentent des variations atmosphériques qui lui permettent d'éviter les obstacles. Et donc, on met entre parenthèses des observations qui avaient été faites parce qu'on n'arrive pas à les intégrer dans une sorte de modèle explicatif qui nous permettrait de s'accrocher, de dire, mais oui, on comprend comment l'ouïe peut permettre l'orientation. Hein. Et c'est en fait, c'est Ronald Griffin, hein, qui va à nouveau s'intéresser aux chauves-souris dans les années 1930, hein, et qui va s'intéresser aux chauves-souris. Toujours, hein, tous les scientifiques ont toujours des parcours un peu particuliers. Hein. Il grandit dans le Massachusetts où son père se rend parce qu'il est malade et donc il doit quitter la ville. Et Griffin reçoit une éducation à la maison. Il reçoit aussi une éducation en particulier de son oncle qui est naturaliste, qui enseigne à Harvard, qui enseigne la physiologie à Harvard, et qui est un naturaliste amateur qui va tout le temps dans la forêt, qui apporte son neveu Ronald Griffin dans ses sorties et qui lui enseigne notamment les techniques pour attraper les chauves-souris, hein, et qui par ailleurs va offrir le premier abonnement
à Ronald Griffin au Journal of Mammalogy, hein, un journal auquel il va rester abonné jusqu'à sa mort en 2003. Hein, donc, disons, une éducation dans la famille et très tôt, il a cette intuition de, que ce que les ornithologues ont appris, notamment sur les techniques de bagage. Hein, on met des bagues aux oiseaux pour pouvoir les reconnaître, etc. Il faudrait utiliser ce type de technique également pour étudier les mammifères et notamment les chauves-souris. Et une autre technique qui va revenir plus tard, c'est que si on veut étudier les sensorialités des chauves-souris, hein, on n'est pas obligé de triturer leurs yeux, leurs oreilles, etc. On peut faire comme font les ornithologues, et je pense que là, on voit déjà des relations différentes qu'on a avec différentes espèces ou groupes d'animaux. Hein. Avec les oiseaux, on a beaucoup moins eu cette tendance à les... c'est pas que ça n'existait pas, hein, mais on a cherché d'autres façons d'expérimenter, notamment en leur mettant des bandeaux, par exemple, en mettant de l'huile dans les oreilles, etc., pour des bouchons dans les oreilles, pour tester l'ouïe, etc. Donc des techniques qui n'handicapent pas à vie les personnes. On est toujours du côté un petit peu sadique, mais sadique, c'est toujours un peu trop. C'est un peu dans ces expériences avec les corbeaux. En effet, il y a une forme de mise à l'épreuve, une forme, mais c'est pas. On est dans l'ordre du jeu. Hein. Tout type de jeu est un petit peu sadique. Hein. Mais il y a des gradations dans le sadisme et je pense que c'est très important de les prendre en compte. Hein. Et donc, quand il va à l'université, Ronald Griffin s'inscrit en physiologie parce que c'est la seule option qu'il a. Et comme il était très bon, il avait appris avec son oncle à attraper les chauves-souris. Il s'est dit au moment où il doit commencer à faire une maîtrise qu'il va étudier les chauves-souris. Et puis, c'est tout un circuit de rencontres qui va le pousser à retrouver les travaux de Spallanzani et d'autres travaux qui avaient été faits depuis lors, notamment par Hahn et Hartridge, des scientifiques du tout début du XXe siècle, qui avaient refait des expériences du même type que celles de Spallanzani et qui, de nouveau, avaient montré l'importance de l'ouïe pour l'orientation des chauves-souris, mais qui, de nouveau, n'arrivaient pas à expliquer cette importance de l'ouïe. Hein, donc, qui refont des mêmes expériences. Et en parlant avec ses amis à Harvard, on lui dit, mais tu sais, tu devrais aller voir George Pierce. George Pierce, qui est un physicien qui travaille notamment, qui a reçu notamment des budgets de l'armée pour travailler sur les radars. Et ce George Pierce nous a expliqué, disent ses amis, hein, nous a expliqué qu'en été, il écoute avec son appareil qui transforme ce qu'ils appellent alors les supersoniques, hein, les ondes supersoniques, qu'on appelle aujourd'hui les ultrasons. Hein, il a un appareil qui transforme ces ultrasons en sons audibles pour les humains et qu'en été, il apporte son appareil dans sa maison de campagne pour écouter les criquets. Et donc, il avait un lien avec ces ultrasons qu'il mettait en lien déjà avec des animaux. Il se dit, ah, tu devrais aller le rencontrer, ça pourrait t'intéresser. Au bout de quelques rencontres qui lui disent d'aller voir George Pierce, Ronald Griffin s'y rend et en effet, quand il apporte une cage remplie de chauves-souris, l'appareil de Pierce fait un énorme bruit. On entend tous ces bruits qu'on n'entend pas naturellement, mais qu'on entend grâce à cette machine. Les chauves-souris émettent des ultrasons. Et pourtant, ça ne suffisait pas encore pour expliquer l'importance de l'ouïe dans l'orientation des chauves-souris. C'est encore une autre rencontre. En même moment que Ronald Griffin faisait sa thèse, il y avait un autre candidat qui travaillait sur les cochons d'Inde et sur l'ouïe chez les cochons d'Inde. Il avait remarqué que chaque fois qu'on émettait un son, il y avait
dans la cochenée des cochons d'Inde une réaction électrique qu'on pouvait détecter. Et avec Ronald Griffin, quand on émet par contre un ultrason chez le cochon d'Inde, il n'y a aucune réaction. À l'inverse, dans l'oreille interne des chauves-souris, on pouvait remarquer une réaction quand il y avait une émission d'un ultrason. Et ici, on est déjà, par rapport aux travaux de Hartwich et de Hahn, une trentaine d'années plus tard, mais en fait, l'imagination collective s'est bien élargie parce qu'il y a eu toutes ces recherches autour des radars pour l'armée, hein, qui utilisent justement des sons qui permettent, notamment aux sous-marins, c'était en tout cas le but, de se diriger, hein, et donc tout un champ, une imagination collective élargie grâce à ces nouvelles technologies qui se disent, mais en fait, il y a moyen de se diriger par les sons. Hein. Et donc, Griffin va refaire des tests, cette fois-ci avec des bouchons et avec des bandeaux sur les chauves-souris, il retrouve les mêmes résultats. Et quand il les publie, à l'inverse des précédentes publications, il accompagne ces résultats d'une explication que les échos permettraient de se diriger grâce à l'ouïe. Hein, et donc, il invente aussi le mot écholocation dans les années 30, 40. Et bon, ce qui est en tout cas très important à souligner, c'est vraiment le fait que dans toutes ces expériences, depuis Spallanzani jusqu'à Griffin, il y a tout le temps eu des rencontres. Hein, c'est jamais simplement de l'imagination. Il ne c'est pas de l'imagination pure. Par contre, donc il y a des rencontres, il y a des formes de jeu plus ou moins sadiques avec ces chauves-souris. Hein, et je pense que c'est important de voir les différences entre les jeux. Mais après, il y a aussi cet imaginaire collectif qui varie d'une période à l'autre, d'une culture à l'autre, etc., qui a permis d'intégrer ces observations et qui a permis de donner une explication aux observations qu'on avait. Hein. Et donc, on a une découverte de ce sens, ou en tout cas de l'importance de l'ouïe pour se diriger des chauves-souris. Et dans les travaux, si on retourne chez Nepenthes et chez cet Elongata en particulier, il y avait ce problème que Elongata devait maintenir cette relation avec cette chauve-souris. Hein, c'était bien que la chauve-souris vienne par hasard chez elle, mais comment faire pour qu'elle continue à venir et comment faire pour être facilement détectable par la chauve-souris. Hein, et les plantes, très souvent, on l'a déjà dit dans les discussions, sont très fortes pour attirer les animaux, notamment en particulier les insectes, par les couleurs, par les odeurs, mais Elongata, qui est en train d'interagir, qui est en train de créer une relation avec un autre être, hein, c'est une des rares relations entre le règne des plantes et les mammifères documentées. Hein, je crois que ça doit probablement exister davantage, hein, mais ici c'est une des rares qui est documentée. Et ne peut pas passer ni par les odeurs ni par les couleurs pour attirer Elongata, pour attirer la chauve-souris. Et donc, ce qu'elle va faire, en fait, c'est agrandir encore le trait qu'elle avait. Hein. Elle va encore s'allonger davantage afin d'être reconnaissable non pas aux yeux des humains ou d'autres ou d'insectes, mais pour être reconnaissable par les échos aux oreilles de la chauve-souris. Et donc, cette fable, on pourrait, si on la comprend comme une fable, on pourrait évidemment en tirer beaucoup de leçons
de leçons morales. On pourrait tirer des leçons. On pourrait d'abord souligner le fait qu'il y a une sorte, et je pense qu'on en trouve un certain nombre d'exemples sans que ce soit la règle, mais une forme de ce qui pouvait être entendu comme un handicap qui est transformé en avantage par une rencontre fortuite en quelque sorte. Hein, donc une morale qu'on pourrait tirer. Une autre morale, c'est sur cette relation entre les espèces très éloignées qui peuvent se créer, hein, des relations aussi dans lesquelles il n'y a pas de progéniture en tant que telle, mais qui n'empêche que ça soit de belles relations qui se créent. Hein. Donc, pas toutes les relations doivent avoir des enfants, comme on entend tout le temps à la fin des contes de fées. Mais après, je pense qu'il y a aussi au niveau peut-être de la philosophie, et il y a notamment un philosophe, et si s'il fallait raconter cette histoire à un philosophe, c'est probablement à lui. C'est Thomas Nagel qui est devenu très connu pour son article Comment ou quel effet cela fait-il d'être une chauve-souris, un article publié dans les années 1970. Et cet exemple revient de façon récurrente dès qu'on parle de la philosophie des animaux. Et dans cet article, il nous dit en fait c'est impossible de savoir ce que cela fait d'être une chauve-souris. Hein, il nous dit on peut créer des machines aussi extraordinaires possibles. On pourrait créer des casques qui nous font entendre les échos. On pourrait nous mettre des déguisements un peu à la Twait ce matin, ce Goatman de ce matin. Il nous dit on continuerait tout le temps à percevoir ces échos, à percevoir ce monde construit, cette réalité virtuelle construite à travers nos structures humaines. Et donc, ils nous disent il n'y a aucun moyen de penser comme une chauve-souris. Et moi, ce que je pense qu'on trouve dans toute l'histoire de Ronald Griffin, et Ronald Griffin est en fait, s'il n'y avait pas eu les travaux de Griffin quelques décennies avant, Thomas Nagel n'aurait jamais pensé à l'exemple des chauves-souris. Hein, mais quand on voit tout le travail qui a été fait, c'est que ces scientifiques ne cherchent pas tellement à penser comme les chauves-souris. Hein, et ici, dans ce colloque, il y a une sorte d'intelligence qui a été trouvée de ne pas mettre de préposition. Hein. Il est marqué pensée plante. Pensée plante. Alors, penser, on pourrait évidemment dire penser aux chauves-souris, par exemple. Hein, ça, c'est quelque part de façon extérieure, avoir un regard objectif dans le sens où on met la chauve-souris en tant qu'objet qu'on étudie de l'extérieur. Thomas Nagel nous invitait à penser comme une chauve-souris et nous disait mais en fait c'est impossible. Hein. Et c'est comme ça qu'il voulait relire un peu les travaux peut-être de Donald Griffin et des scientifiques qui tentent de connaître le monde sensoriel des chauves-souris. Et pourtant, dans tous ces travaux, ce qu'on voit, c'est qu'il y a des interactions qui se créent entre des humains spécifiques et des chauves-souris spécifiques, où on a plutôt un penser avec certaines chauves-souris. Hein, et ce glissement entre le avec et le comme me paraît intéressant, où on a plutôt une connaissance approximative, et ce terme me semble intéressant, des connaissances approximatives non seulement parce qu'elles ne sont pas exactement identiques à la réalité, mais approximatives aussi parce qu'elles nous poussent à nous rapprocher d'autres êtres. Hein. Et en quelque sorte, si l'orchidée, par exemple, de ce matin, était une sorte d'image en négatif du bourdon dans l'exemple de Nicolas, de la même façon, cette Nepenthes elongata a réussi à prendre en compte d'une certaine façon le monde sensoriel, l'Umwelt de la chauve-souris, sans nécessairement passer par des concepts, sans nécessairement passer par une représentation, mais
dans cette relation, ce monde sensoriel était un élément clé dans la construction de cette relation. Et donc, c'est cette fable que j'ai voulu vous raconter. J'ai essayé de la transformer aussi véritablement en fable, mais je ne suis pas très fort, mais je peux vous la lire en guise de conclusion. C'est plutôt, je l'ai écrit plutôt comme on pourrait l'écrire pour des enfants sans du tout avoir la qualité des poètes. Donc là, la plante cruche et la chauve-souris. Les plantes de Bornéo, véritables architectes, font de leurs feuilles des cruches où se glissent les insectes. Pensant se désaltérer paisiblement, ceux-ci ignorent qu'en un court instant, ils découvriront la mort. Les feuilles qui forment la jarre ne sont qu'un piège qui se referme sur eux sans politesse ni privilège. Les pauvres bestioles, en une pâte aplatie, servent alors de dîner à ces plantes ragaillardies. Népenthès, c'est leur nom, mais l'une d'entre elles n'était pas pareille. Elongata, on l'appelle, car elle s'avère plus grande que toutes ses cousines. Les petits évite sa bassine, et la pauvre plante, affamée, s'affadit et presque meurt. Quand un miracle, comment le nommer autrement, survint sous la figure d'un mammifère volant. La chauve-souris se reposa dans cet hôtel disproportionné. Il laissa en guise de pourboire quelques crottes attentionnées. Délice alors inconnue aux papilles de cet être végétal, aliment roboratif aux nombreuses vertus médicinales. La plante aux grandes feuilles, qui en voulut toujours plus, s'allongea davantage afin d'être la plus belle, non aux yeux d'un humain ou d'un argus, mais à ceux de la chauve-souris, ou plutôt à ses oreilles. La morale, vous me direz, quelle est-elle? Mais pourquoi donc tirer une règle d'une leçon factuelle? Répétons simplement cette ouverture qui vaut pour fin. Deux espèces aussi différentes que pain et vin se sont croisées sur une île paradisiaque il y a près de 100 000 ans et continuent à s'attirer, à se séduire, à s'aider mutuellement. Voilà. Je vais prendre un verre d'eau aussi. Des questions? Ouais. Encore une question, mais je pense que c'est la fois que tu as fait. Merci beaucoup pour la présentation et la fable. De l'élargissement de l'imagination collective, c'était aussi dû aux recherches sur des radars qui a permis en fait de reprendre cette recherche sur les chauves-souris, parce que c'est plutôt dans l'autre sens que ça se passe en général. Il y avait, par exemple, avec l'histoire de la communication des baleines, par exemple, les sonars sous-marins, en fait. On est passé assez vite, je ne sais plus dans quel ordre c'était, en fait, c'était des écologistes qui ont commencé à s'intéresser à ça, puis l'armée, c'était l'armée qui était très intéressée par la communication sous-marine. Mais il y a souvent cette exploitation, en fait. Et souvent des recherches congruentes de côté, si les unes et les autres n'auraient pas pu exister nécessairement sans. Je commence déjà à me dire, peut-être qu'on commence à réfléchir la possible exploitation des idées qui vont venir pendant les workshops par l'armée. Oui, c'est ça, ça va bien. On est les dernières technologies de l'armée pour voir. Toute recherche en biologie, je pense, a toujours ce risque d'être reprise par les armes, ou dans des projets dans lesquels on ne voudrait pas rentrer. Mais on n'est pas tout à fait maître de l'exploitation qu'on fait de ces travaux. Oui. J'ai beaucoup aimé finalement l'idée de la fable, parce que c'est vrai que de plus en plus, nous, en tant que scientifiques, ce qu'on nous dit, c'est effectivement, alors c'est moins joli que la fable, on parle de storytelling. Donc, de plus en plus, en fait, voilà, de raconter une histoire, effectivement, autour de nos recherches. Et c'est vrai que
on est au tout début, parce qu'on est encore dans un truc très formaté, comme je montrais ce matin, mais de plus en plus, effectivement, c'est ce qu'on nous demande. Mais finalement, c'est en même temps, on nous demande de devenir des communicants et des raconteurs, alors qu'on nous a appris à ne pas l'être. Je sais pas comment c'est vrai qu'on a des codes très formels, et là, en fait, on nous apprend à ne plus faire ça, et finalement, et je trouve que c'est extrêmement intéressant. Surtout, moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'à travers la fable, on touche beaucoup plus de monde, en fait, tout simplement, et qu'on ne touche pas que les scientifiques. C'est pas les scientifiques parlent aux scientifiques, c'est on peut raconter une histoire avec véracité, fiabilité, mais d'une façon qui la rend accessible à tous. Et j'aime beaucoup, j'aime bien l'idée de la fable. Je lui pense pour le prochain article. Faire une conclusion sous forme de fable. Mais après, ce qui est assez étonnant, c'est que ça s'y prête assez bien, hein, les travaux des biologistes en général se prêtent assez bien à la fable. En tout cas, dès qu'il y a des relations, ce qu'on trouve très souvent dans les fables, c'est des formes de rencontres entre des êtres. Et en biologie, on a tout le temps ces formes de rencontres. Après, il faut probablement pas se réduire à la seule forme narrative de la fable, mais trouver des formes de narration qui permettent de penser peut-être davantage de relations à la fois. Ici, cette histoire, elle s'y prête bien parce qu'elle met en avant une relation particulière entre deux espèces, mais on pourrait imaginer en effet des... Au-delà de la biologie, c'est l'écologie, c'est-à-dire l'interaction des Ouais, organismes c'est ça. qui se prête parfaitement bien en fait à ce genre de récit. Ouais. Mais après, d'autres types de sciences, ça marche moins bien, je pense. C'est sûr qu'en maths, c'est plus compliqué, je pense. Ouais. Mais c'est probablement lié aussi à l'importance de... On parle de l'histoire évolutive, mais s'il y a cette confusion dans les termes en français entre histoire et story, hein, c'est parce elles sont souvent très très proches. Hein, donc voilà. Il y avait aussi un lien, je trouve, avec ce que disait Valérie, c'est-à-dire que ce que tu racontes là, avec l'histoire du sonar, des ultrasons dans l'armée, c'est que ça, en fait, ça a ouvert un champ des possibles qui n'existait pas avant et qui a permis de découvrir ce que disait Valérie aussi. En fait, c'est un peu, je pense que c'est la fenêtre d'Overton, quoi. C'est ce qui est entendable et ce qui est acceptable, en fait, dans notre imagination. Et ça, peut-être, c'est quelque chose auquel il faut qu'on se confronte demain, enfin, dans les ateliers. C'est quoi cette fenêtre je sais qu'il y a des fissures là où on peut aller chercher et ce qu'on peut déconstruire aussi de ce qui est acceptable et entendable aujourd'hui. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Thibaut, peut-être besoin de précision technique. J'étais il y a 2 semaines à peu près au parc de la Tête d'Or. Il y a une serre magnifique que j'invite tous, si vous voulez avoir une imprégnation avec la nature et d'aller faire un tour dans ces serres. Il y avait donc justement cette espèce de Nepenthes. Alors, je ne sais plus s'il l'appelait Amphorica ou si c'est les Elongata. Et il semblait dire que l'opercule du dessus servait à protéger cette plante des précipitations, puisqu'on est à Bornéo, on est dans ces coins, et que l'effet de dilution par l'eau du liquide du fond, qui est ce suc digestif qui permet de capter les insectes, semble être la raison de ce capuchon. Alors, c'est juste aussi une précision pour nous tous. Parce que dans la vision, on peut se dire, tiens, c'est un clapet, c'est pas une plante qui bouge, entre guillemets. Son corps est, enfin, je ne l'ai pas, physiquement, son corps reste à géométrie stable. Je ne sais pas, tu parlais d'écrasement, est-ce que... Mais je ne sais pas. Je sais pas tout à fait comment ça se passe pour. Ouais, je l'ai vu et il n'y avait pas de. Voilà. D'effet comme sur cette plante. Et de l'explication qu'il en est donnée, c'est justement pour éviter que l'amphore se remplisse d'eau et n'ait plus pour les déborde et par dilution, par effet de dilution, ne puisse plus opérer avec les sucs digestifs. Je répète pour du fond, entendu. En fait, la question qui se pose, c'est sur. Non, voilà. Je sais plus comment ça Nepenthes. La Nepenthes, voilà. Le clapet, a priori, n'est pas articulé, en fait, et protégerait. Voilà. Donc, on a une confirmation qu'il n'est pas articulé. En fait, c'est articulé, a priori, ça servirait à éviter la dilution. Voilà. Tout en étant transparent,
C'est ça. Avoir nos insectes de voir la lumière et pouvoir dériver par Ouais. là. Parce que vous tombez dans l'avion, vous Tomber dans pouvez l'avion. dériver par là. Non, voilà, je, je devrais aller voir. Je me suis basé un peu plus sur l'intuition que j'avais mais je devrais retourner voir un peu l'article de Oulmar Graf, qu'est-ce qu'il en dit, et probablement. Voilà. Ça, peut-être Florence a des meilleures Ouais, indications. je pense qu'il y a un effet, en fait, la plupart des hypothèses ont, je pense, un effet plus confirmant, mais il y a un effet de poche, en fait, c'est que ça bloque en bas. Et c'est-à-dire qu'une fois que les insectes sont noyés, en fait, bah, ils n'arrivent pas à ressortir. Alors que là, en fait, il n'y a pas la poche, c'est comme ça, ce qui veut dire qu'en fait, ils peuvent remonter, repartir, ils ne sont pas piégés. Et je crois que c'est plus vraiment la forme qui fait que du coup, en fait, elles ne peuvent pas piéger parce que les liquides, à mon avis, cette forme-là permet aux insectes de remonter. Alors, parce qu'il y a tellement de signes. En réalité, maintenant, cette produit, c'est le poil qui dirige vers le bas, qui ne va pas s'appliquer, s'il essaie de remonter le long de la transition. En tout cas, elle a dû foirer ses poils. Ouais, j'ai une question, est-ce que c'est volontaire ou alors volontaire de prendre que cette fabulation, elle prenne la forme justement d'une outre, d'une forme comme Ursula Le Guin qui suggère que les histoires, l'importance de la forme des histoires qu'on raconte et de ne pas avoir des histoires qui en forme de flèche, en gros, qui disent voilà, il y a un problème, il y a une solution, mais plus en forme de quelque chose, un récipient qui peut permettre de collecter des choses au fur et à mesure. Est-ce que c'est volontaire ou si c'est une façon de répondre? En tout cas, j'aime beaucoup Ursula Le Guin. Je pense que je fais quelque chose d'assez différent quand même, mais essayer de créer des récits, en effet, où il n'y a pas nécessairement une fin qui bloque l'histoire, ou une fin qui doit nécessairement être heureuse, ou dans ce cas-ci, elle l'est, mais je ne crois pas que c'est quelque chose qu'il faut rechercher, et puis mélanger, en effet, des ordres narratifs assez différents. Ce que j'aime bien, par exemple, dans tous les travaux sur la thérolinguistique, c'est que on mélange à la fois l'ordre des recherches scientifiques à propos des langages animaux, fictifs dans ce cas-là, hein, chez Le Guin, et l'histoire des animaux eux-mêmes. Mais je pense que j'aime beaucoup faire des histoires où on sent à la fois des humains qui travaillent à essayer de comprendre, et puis d'autres se dire il y a quand même une histoire au-delà de l'histoire humaine qui essaye de comprendre, mais il y a une histoire des êtres non humains qui font leur vie, peu importe qu'on les connaisse ou pas, en quelque sorte. Voilà. Qui écrase pas tout sous l'explication scientifique. Ouais. Pourquoi et comment. Ah, merci. Il y a une personne qui voudrait donc Boris qui voudrait parler en fait pour compléter nos connaissances sur le thèse. Du coup, je vais essayer de lui redonner la main. J'espère juste qu'on va entendre. Sinon, on répétera la question si vous fonctionne. Attends, parce que celui qui veut prendre la parole. Oui, justement, mais on répétera si c'est pas si. Vas-y, c'est bon, je crois. Est-ce qu'on entend? Peut-être qu'il y a un problème d'écho, qu'il faudrait fermer le micro ici. Peut-être qu'il faudrait couper le micro ici. Boris, on t'entend pas du tout. C'est complètement haché quand tu parles. Alors peut-être coupe ta caméra, voir si le flux est mieux. Connexion. Une connexion. On pourrait tenter de traduire. On t'entend vraiment pas, Boris. C'est complètement haché. C'est pas important, On t'entend pas. Du coup, pour le coup, ça ressemble à la chauve-souris. Ça fait comme.
Ça marche pas du tout, ouais. Je sais pas si t'as un autre micro sinon, mais c'est complètement haché. On y est cru, hein. Le téléphone ou, Tu sais, la pause, pendant la pause, tu peux le faire ici. Est-ce qu'il y a d'autres questions? écrire. Ah, il écrit. D'accord. Ah, il écrit. Si, on peut poser des questions. Est-ce Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y a des questions? Moi aussi. Est-ce que du coup, ce serait une bonne chose ou non de s'interroger, d'essayer de retranscrire ce que pourrait être la perspective végétale, dans le sens où on ne le saura peut-être jamais, mais que ça peut nous aider à comprendre ces êtres, à mieux les étudier. Mais dans un sens, ça va quand même nier leur propre forme de subjectivité. Bon, vu que c'est quand même très utilisé dans les sciences, mais que par rapport à ce que disait Valérie tout à l'heure, que c'était un peu biaisé d'essayer de nous dépasser notre subjectivité parce qu'on aura toujours nos propres biais d'humains. Ouais, si on essaye simplement d'écrire la subjectivité en tout cas, ce que je dirais par rapport aux travaux sur les perspectives animales, probablement que c'est quelque chose qu'on pourrait transposer sur les études sur les plantes. Mais si on écrit simplement de façon, en pensant que l'imagination suffit, on rentre tout à fait dans cette idée du voir comme, penser comme, etc. Et je pense que le penser comme est bien peut-être dans la mesure où il peut être une invitation de penser avec, mais pas en tant qu'il se suffit à lui-même. Et donc, quand on dit, j'aimerais bien savoir comment on perçoit telle ou telle plante, si ça nous pousse à poser de meilleures questions aux plantes, ça peut être une posture intéressante. Si l'objectif, c'est d'avoir une description véritable de la perspective de la plante, je pense qu'on passe à côté de quelque chose qui est peut-être plus important, qui est la relation qu'on peut créer avec ces êtres. Voilà, donc une sorte de transformation du comme vers le avec. La prochaine. D'autres questions? On a encore un peu de temps si vous voulez. Alors, il y avait une question. Faites-vous compte que les études de la relation entre mammifères et plantes, et j'étais un peu surpris. Oui, moi c'est en tout cas apparemment sur les plantes et les mammifères qui ont des relations de mutualisme, comme ce cas-là, sont assez peu documentés. En tout cas, ce que j'ai dans les recherches rapides comme ça que j'ai vu, mais Florence peut-être on connaît. Bah, Ouais. je pense que là, en termes de reproduction ou enfin, Après, même la consommation des plantes, est-ce qu'on ne pourrait pas le repenser comme des termes de relations mutualistes? oui, c'est ça. En fait, c'était la mesure. Ouais, on donne, parce que si on s'alimente de plantes, mais qu'en même temps on les replante par ailleurs, etc., ça peut aussi être considéré comme une relation. Ouais. La dissémination des graines, fait typiquement, enfin, c'est une interaction et il faut passer par le tractus digestif. Oui, c'est ça. Il y a plein d'exemples. Oui, mais. Donc après, voilà. Ouais. C'est vrai que... Après, je pense que la reproduction par des mammifères, et donc essentiellement par des chauves-souris, des colibris, peut-être des oiseaux, quelques oiseaux, peut-être des souris ou des choses comme ça. C'est sûr que par rapport aux insectes, c'est quand même plus anecdotique. Il y en a moins de cas, mais il y en a. Je pense, si je ne me trompe pas, que les chauves-souris, c'est 10% de la valeur mondiale des fruits. Parce que la pollinisation des fruits, en fait, les chauves-souris ont un rôle vraiment majeur. C'est vraiment, je pense que c'est plus qu'avec eux, c'est qu'ils. Ah ouais, moi je pense que c'est par manque de connaissances. C'est clairement parce que c'est pas possible. C'est jamais publié, parce que c'est des fruits qui ont une valeur, hein, c'est bon. On t'entend pas, Hugues. Ça coûte l'espèce, mais c'est pour les par contre, pour être en il y a la
Mhm. Alors, je trouvais ce premier pas au pas. Peut-être dans l'endosophorie aussi, quand elle mange les fruits, elle transporte des graines, et là, il y a une espèce de participation. Ouais. J'aurais juste. Non, c'était pour Boris, du coup, juste d'évoquer qu'en fait, les humains utilisent aussi des systèmes en fait, d'écolocalisation. Oui, les aveugles notamment. Celle de la carte, en fait, qui est mesurée au son. Donc, des systèmes analogues, il disait que les premières fois, ça avait été mentionné, en fait, dans l'encyclopédie coordonnée par Diderot, et cette forme, en fait, est relativement passée inaperçue. Et elle réapparaît avec l'étude des animaux. En fait, c'est vrai que les gens qui finalement ont un sens en moins, enfin, en tout cas les humains qui ont un sens en moins, du coup, effectivement, l'utilisent. Apparemment, en fait, on peut apprendre assez rapidement à écolocaliser. Donc, il y a certaines associations d'aveugles qui enseignent l'écolocalisation. Et donc, il y avait des aveugles avant ces études de Griffin qui utilisaient l'écolocation de façon plus ou moins intuitive. Et ensuite, ça s'est en quelque sorte institutionnalisé. Il y a eu tout un intérêt autour de ces questions-là, et de nouveau des formes de recherche pratique congruente, où la recherche sur les chauves-souris renforce une pratique qui existait déjà chez les aveugles et l'ancre dans une sorte d'imaginaire collectif beaucoup bien plus élargi. Mais oui, donc les humains peuvent aussi écolocaliser. Je vais aller du coup jusqu'au design. Il y a eu, je pense, en Finlande ou au Danemark, il y a eu des designs d'espace, enfin, l'architecture, par rapport à la capacité d'écolocalisation. Parce que, oui, notamment, on travaille beaucoup sur les plafonds et tout ça. Pour permettre bien envoyer les sons pour les aveugles. Valérie? Tout simplement, il y a d'autres plantes qui seraient intéressantes à examiner dans les relations complexes entre animaux et les avant les premiers glacés, les glacés occasionnels, les glacés de terre de réserve d'eau, et les épiphytes, c'est les plantes qui poussent sur d'autres supports, notamment sur d'autres plantes. Et sous les tropiques, c'est de voir des épiphytes partout. En fait, c'est plusieurs types de plantes. Le problème, c'est que quand on vit sur des plantes, on n'accède pas à la terre, donc on n'a pas forcément des ressources minérales, c'est bonne que lorsqu'on a des racines qui plongent dans la terre. Et du coup, ces réserves d'eau formées par ces sont aussi des endroits où décompose de la matière organique, mais où vit toute une série de choses, parce que les quantités d'eau amassées peuvent être assez importantes. Il y a des grenouilles qui se reproduisent dans ces réserves d'eau. C'est un exemple assez similaire aux légumes. Ce n'est pas directement considéré comme des plantes carnivores, mais elles se nourrissent aussi de ce qui vient se noyer ou des déchets qui viennent se décomposer dans ces plantes. Et là, on voit bien le rapport complexe parce que c'est la plante qui vit dans un endroit où il manque quelque chose et la structure qu'elle a permet à la fois d'avoir l'eau et aussi une partie de ses ressources minérales. Ce n'est pas des espèces parasites, hein. C'est pas des qui viennent tromper la sève d'une plante, elles vivent juste dessus. Et on voit par exemple des épiphytes en rangée comme ça sur des fils électriques. Oui, je voulais. Alors, tout à fait conscient, c'est prendre les plantes robustes, en gros, c'est des arbres avec des marches, des grenouilles qui marchent dans les arbres, qu'on appelle des polygones, des grenouilles très colorées, très petites. Et les petites beautés, dans les deux, pour certaines espèces, vont retourner régulièrement dans les 5 ou 10 brevets versés qui sont hauts d'arbres différents pour aller y déposer des œufs non fécondés pour nourrir le tétard qui est carnivore. Évidemment, il ne peut pas dans quelle
a pas de nourriture. Et parfois, c'est les mâles qui vont transporter le jeune tétard sur le dos pour aller le déposer. Enfin, c'est assez incroyable, il y a une relation assez étroite entre des promulgacées petites de 30-40 mètres de haut et des toutes petites grenouilles super colorées. Et on connaît même une espèce d'araignée qui est une épopesse. Et à l'entrée des épopesses, quand elle est dérangée pour, elle se laisse plonger dans tout truc le prédateur comme la suite. Elle ressort, elle se nettoie vraiment le corps pour éviter d'être souffle par le liquide qu'il a. Et en fait, ces déchets sont envoyés dans le fond elle prélève sa dîme et elle envoie ces déchets C'est bien avec la chose. Il y a des sarracéniens qui, pareil, leurs déchets tombent dans la sarracénia, qui est l'autre carnivore la grandure, mais très, très étroite, et c'est difficile à citer. Et ça fait partie des lois de ceux qui explorent l'évolution du 19e siècle, parce que tout ça, ça permet justement, d'une certaine façon, de la sélection naturelle et l'évolution. J'ai pas entendu le mot. Ça permet en quelque sorte de, au 19e siècle, tout ça, ça permet en quelque sorte de quoi? Ah, de... Les analyses, Mhm. oui, mais Ouais. Avec tout ça, d'être devenue végétarienne ou pas vraiment facilement? Mais qui... Parce qu'elle mange plus que du caca et de chauves-souris et de. Ah. Quand il y a des insectes qui viennent par hasard. Quand même. Merci.